7. 5 plus 2. 4 et 3, 7. 6 plus 1. Oui, nous sommes à Orlando pour ce Game 7 entre Thunder et Rockets. Yes! On va avoir un match 7 entre OKC et Houston. Alors comme ça, tu peux pas gagner en isolation, mais Chris Paul, c'est le point god. Ah mais Westbrook, il est surcote. Bienvenue à l'apéro. Je sens que ça va être très drôle. Je sens que t'as envie de rigoler. Toi, t'es d'humeur taquine. Franchement, moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé au cirque. Et là, les Rockets, franchement, filez-leur des tigres, filez-leur des boules pour courir dessus et tout. Franchement, C'était assez exceptionnel ce qu'on a vu sur le Game 6, plein de choses à dire. C'est Russell Bouglione et Mike Pinder et James Avatar. Franchement, c'est wow. Ouais, tout à fait. Et Mike Houdini aussi. Les Rockets, on va en parler. Évidemment, une petite serviette bien mouillée sur la nuque pour les fans de James Harden, la Rockets Nation. Il y aura aussi des choses positives à dire. Du côté d'OKC, là ça stresse fort. Du côté d'OKC aussi, plein de choses à dire, en positif comme en négatif. On va tout débriefer. Juste l'info principale à avoir bien en tête, c'est que au-delà de la Terre qui va exploser suite à ce match, c'est à 3h du matin ce mercredi soir. Dans la nuit de mercredi à jeudi. Tout à fait. Donc on le note bien, et à 3h, on s'en fout de ce qui se passe le lendemain, on doit tous travailler, on fait le taf. 3h, on regarde l'écran et on regarde l'histoire. L'histoire, je sais pas. Ah si, c'est l'histoire qui va se créer. Une histoire. C'est l'histoire qui va se créer avec un grand H. Je ne sais même pas Ben oui. Ben bien sûr. The NBA en CBS. On va se régaler. Je sais même pas par quoi commencer dans cette série parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà, il y a un ping-pong. Je crois que c'est du basket. Parfois on se demande. En tout cas, il y a un ping-pong entre les deux équipes qui se sont grosso modo répondu coup pour coup. Oui. Il n'y a pas eu d'équipe à... Il y a eu 2-0 Houston. Oui. Sans Westbrook. Tout à fait. Où on était là, putain, comment ils vont faire le Thunder. Après, il y a eu 2-2. Game 5, Westbrook revient, victoire de Houston. Je ne dis pas qu'il y a une relation de cause à effet, mais moi non plus. Ce sont les faits. C'est factuel. Voilà. Westbrook revient. Il fait d'ailleurs un match retour par rapport à la blessure qu'il avait, au potentiel manque de rythme. C'est pas bon. Non, je dis pas que c'est pas bon, mais c'est pas non plus trop pénalisant. C'est là où je veux en venir. Ah oui, pardon. Pour les Rockets. Oui. Voilà, il fallait bien qu'ils reviennent, il faut qu'ils se remettent en rythme. Donc moi, j'étais plutôt, avant le match d'hier, j'étais plutôt en mode, avec un Westbrook comme ça, pas en rythme, qui fait pour un gros match. Les Rockets, ils ont quand même assuré ce Game 5 et ils ont gagné. Je ressortais un vieil article, je sais plus si c'est David ou moi qui a écrit ça, mais c'était sur les stats de quand tu gagnes le Game 5 à 2-2 dans les séries de playoffs, genre t'as grosso modo 75% de chances de remporter la série. Sauf. Il y a plein de sauf dans certains cas. Et là, hier, du coup, moi je l'ai fait en replay ce matin parce que malheureusement, moi en ce moment, le matin, je dois me lever. Donc les matchs à 3h du mat, c'est complicado. Tu regardes pas les matchs. Voilà. Je l'ai fait en replay. Je connaissais déjà le score. J'avais déjà lu des commentaires un peu. Ah non, tu t'es fait impacter assez désobligeants sur Russell. Oui. Et il a rigolé très fort. Et effectivement, je veux dire. Ah bah la fin de match est extraordinaire. On peut le dire quand même, genre à 4 minutes environ de la fin, quand Houston a 6 points d'avance, je crois c'est 98-92 je crois le score, et qu'ils ont la balle. Ok, Harden rate un shoot à ce moment-là et tout, mais ils ont la balle, il y a 6 minutes à jouer, et à 4 minutes à jouer, ils ont 6 points d'avance. J'appelle ça, c'est pas gagné, mais t'as le match en main. T'as ton destin en main, t'as ton système, en tout cas ta philosophie de jeu qui est sur le point de payer et qui n'était pas très loin de finir la série. Ok, si c'est pas une surprise cette saison, il y a des surprises à OKC cette saison, mais s'il y en a bien une où on est plus surpris là de voir ça toute fin août, début septembre, c'est de voir OKC ne pas lâcher le steak dans un quatrième quart et être capable de refaire des écarts et d'être clutch. C'est l'équipe la plus clutch de l'ennemi cette saison. Voilà, donc ça c'est pas la surprise. Et c'est pas juste un avis, c'est des faits. Chris Paul en tête. Ils ont joué le plus de matchs serrés et ils en ont gagné un maximum. Donc OKC est juste trop clutch. Et là, qu'est-ce qui se passe ? OKC, notamment par l'intermédiaire d'un gros Chris Paul, met le coup de pression et se remet dans le match. Et là, vraiment, moi, j'ai vraiment autant
archi énervé par la façon de gérer de Westbrook. Genre, il y a d'abord, il y a, non, tu veux pas que tu voulais, tu voulais faire un truc d'abord. Non, vas-y, je t'en prie. On va quand même focus pas mal sur ce match qui est, à mon sens, assez significatif de certains mots MAUX, réels de Houston. C'est au-delà même du côté poulet sans tête de Russell Westbrook. Franchement, c'est pas une surprise. Ça énerve toujours autant d'ailleurs. Ça énerve toujours autant. Donc il y a perte de balle. Il y a ensuite il y a airball, ligne de lancer, un vrai airball. Sur lequel d'ailleurs James Harden va se battre pour gratter le rebond et garder la possession de la balle. On n'en parle pas, mais il le fait quand même, l'ami James. C'est assez intelligent son play là. La balle, elle rebondit. Il y a airball, mais il y a tellement airball qu'elle rebondit dans le terrain. Je veux dire, pour ceux qui ont joué au basket, je veux dire, la ligne, elle est un peu derrière le panier, mais pas tant que ça. Un airball, souvent, ça va rebondir sur la ligne, voire un peu derrière. Là, putain, il a tellement airball que tu peux aller la sauver. Donc déjà, il la sauve et tout. Ensuite, cette contre-attaque, jeu rapide, poulet sans tête, il essaie une passe aveugle, ça va en touche et tout. Non, mais en fait, il y a cet enchaînement. On peut tout à fait voir Westbrook là sur les 2 derniers matchs, et évidemment sur celui d'hier soir, et se dire putain, la fatigue du script qui revient en permanence. On en a parlé à OKC, on revoit ça à I Told You So, certains qui ressortent du coup les dossiers lorsqu'il y a eu le transfert de Westbrook à Houston, où les gens se sont dit soit ça peut marcher, soit mais non, jamais 2 gars comme ça vont pouvoir faire le boulot en play-off. Ce sont toujours les montagnes russes. C'est ça qui est insupportable. C'est-à-dire les montagnes russes, vas-y, explique. Moi, ce qui m'est insupportable, c'est que avec Houston, tu as des moments comme le début de la série où tu te dis ok. C'est vrai que les 2 premiers matchs, c'est sérieux en défense en plus. Yes. Et on en rigole. On est avec Léonce, on est ici, on est posé sur le lit, on fait. Qu'est-ce qu'ils sont chiants à jouer. Peut-être que Houston a trouvé le truc, tu vois. Et on est là et on voit. Donc là, c'est le pic où tu te dis, putain, quand même. S'ils sont vraiment capables de jouer comme ça avec Jeff Green qui fait. Enfin, je veux dire, Harden qui fait beaucoup de bons choix. Tout à fait, Jeff Green. Il y a même Eric Gordon, dont on peut discuter, mais qui a fait aussi des performances quand il fallait au scoring. Harden pris à 2, mais il fait quand même les bons choix. Il arrive quand même à peser sur le match. Il y a eu le match, c'est le match 2, je crois. Il arrive quand même à bien peser dessus alors qu'il shoot très mal. Exactement. Enfin, tu vois, genre... Donc quand tu vois Houston comme ça, tu te dis, oh, trop bien. Et après, ils ne peuvent pas s'empêcher. Il faut qu'on ait un moment où on est tout au fond du Mordor. On est en bas du puits et on se dit, mais comment ça se fait, ça suffit, et qu'on ait des gars qui fassent ça alors que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en NBA. C'est-à-dire que là, à la fin de match d'hier de Westbrook, évidemment qu'elle énerve beaucoup de gens, pour ce que tu mentionnes. Le airball, une passe complètement flinguée. T'as l'impression que c'est des trucs que tu fais normalement à UCLA quand il était en université. Il y a celle où Chris Paul lui pique dans les mains en tête de raquette, et il y a celle où il fait transition et passe dans la table de marque. C'est ridicule. Et en même temps, c'est pour ça que j'arrête pas d'avoir ce putain de triangle en tête. En même temps, il y a Westbrook qui me saoule. En même temps, il y a Harden qui a une démotivation à demander la balle totale. Mais attends, ça va même plus loin que ça. C'est là où je voulais en venir en décrivant tout ce qui m'a énervé de Westbrook. C'est indéniable. Par contre, je pose une question simple. Comment c'est possible que dans une fin de match aussi serrée, alors que Westbrook, c'est Westbrook, ok, mais en plus il revient de blessure, comment c'est possible que, alors qu'il vient déjà de perdre un ballon bêtement, alors que il n'est pas dans un match, il est dans un match meilleur que le match d'avant, avant ça Westbrook au tir et tout, ça rentre un peu mieux et tout, mais il n'est pas non plus genre en feu, quoi, tu vois, ok. Comment c'est possible que ces possessions-là ne soient pas prises par James Harden? Je croyais que les mecs voulaient mourir avec leurs idées. Oui, bien sûr. Non mais en soi, tu peux le voir parfois, mais la balle à Westbrook qui va se mettre dans le corner. Non mais on a vu, c'est ça moi qui m'a aussi frustré. Tout à fait, c'est pas contre Harden, c'est juste qu'en effet Harden il a mis sa trentaine de points, y a pas de problème, mais c'est juste que à ce moment-là, si tu fais partie encore une fois, on en a parlé pendant la preview, tes discussions MVP parce que t'es dans le podium, et que là dans un match serré où tu peux accéder au round suivant, c'est pas une question de ah bah non, on voulait pas Harden, c'est Westbrook qui a fait n'importe quoi. C'est juste que si c'est toi le patron à ce moment-là, tu demandes le ballon et c'est normal. Il n'y a pas de débat en fait, c'est la franchise de Harden, c'est lui qui permet notamment à Houston de mener 2-0 dans la série. On y va, tu finis le deal. Exactement, parce que moi je veux bien avoir l'avis des fans des Rockets là-dessus. Est-ce qu'ils sont plus énervés par le côté poulet sans tête relou de Westbrook, ou est-ce qu'ils sont plus énervés par leur gars qui normalement
doit être leur leader dans ces moments-là, et qui là a fait quoi? A filé la balle à Westbrook et allait se mettre dans un coin. C'est quoi? Il avait peur de jouer Lugendort, pardon. Tout à fait, mais c'est pour ça que je pense que même s'il peut y avoir une réponse d'un côté, tout à fait, mais même s'il peut y avoir une réponse d'un côté, c'est aussi pour moi le symbole aussi de ce que parfois peut représenter tout cet univers autour de Mike D'Antoni, où on l'a vu, on a fait combien d'apéros cette saison, putain, où en fait ils voient qu'ils sont capables de gagner comme ça. Et donc après tout, si ça passe. On a vu des matchs de Houston où en fait, c'est pas censé être comme ça, mais Westbrook tout d'un coup il take over alors que ça allait pas. Et tout d'un coup il te met 6 points, il te fait 2 interceptions et let's go. Ça leur est arrivé. Et donc en fait. Mais là, Westbrook il revient de blessure et tout. Enfin, là, il y a quand même un contexte qui fait que moi j'arrive pas à comprendre. En tout cas, moi devant le replay, j'étais là genre en mode genre. Y a-t-il un coach dans l'avion? Alors, ça c'est clair, on va y venir. Y a-t-il un coach dans l'avion? Mais au-delà même du coach, on va y venir, hein. Mais au-delà même du coach. James Harden, d'où il donne la balle et il va se mettre dans un coin? Non. Je le mets un perso, mais je le mets un cran en dessous s'il faut absolument. Perds avec tes idées. Oui, bien sûr. S'il faut absolument faire une table hiérarchique de tiens, c'est à lui qu'on en veut le plus, la chasse aux sorcières. J'avoue que Harden, je le mets pas énormément haut parce que même si ça m'a saoulé, comme toi, je pense que c'est aussi peut-être parfois c'est aussi parfois comme ça que ça se passe quand tu joues dans le système d'Anthony et avec Westbrook. C'est-à-dire que parfois en fait juste c'est pas Harden qui doit tout le temps dire au gars je te prends par la main, donnez-moi la gonfle. Peut-être qu'à un moment t'es avec des adultes et les mecs, si on réfléchit pas là, genre stop en fait. Si tu regardes bien les images, il y a 2 attaques où c'est pas Westbrook qui la donne pas à Harden, c'est Harden qui monte et qui donne à Westbrook et qui va se foutre dans un coin. Donc Westbrook il joue. Oui, tout à fait. C'est Westbrook. Et c'est ça que je reproche à Harden. Et je dis pas que c'est celui auquel j'en veux le plus, je dis juste que devant les images. C'est pour ça que c'est pas tout noir tout blanc, bien sûr. J'étais là, genre, mais attends. Genre, enfin. Je veux dire, moi j'aurais eu aucun problème à ce que le résultat soit le même. Mais avec Harden qui monte la balle, qui dit à tout le monde, genre, poussez-vous, Lugendort, vas-y, envoyez-moi tout ce que vous voulez, là. Machin, je m'en fous, clac, step back, ça rentre pas. Ok, je dis pas que j'aurais kiffé le basket en lui-même. C'était le meilleur marqueur de la NBA cette saison, tu le fais. Je dis juste que c'est la logique de Houston devait aller dans ce sens-là pour moi. Voilà. Et le fait qu'ils perdent, mais en plus sans avoir vraiment été au bout de leurs idées, je suis là, je fais, mais là c'est Bouclillon. Là on y est, là on est à Bouclillon. Non mais c'est là que tout à fait. C'est là que ça manque de logique, c'est que quand on est en train d'avoir des débats pendant toute la saison régulière avec Daryl Morey sur James Harden est-il le meilleur joueur offensif de tous les temps, de l'histoire de l'humanité, etc. Ouais. Moi je veux bien l'entretenir ce débat, mais en fait là clairement pas hier. Mais là voilà, mais c'est juste que si tu entretiens ce débat de octobre à août et que le 1er septembre où là quand il y a l'opportunité de montrer que tu es le meilleur, tu saisis pas cette opportunité, à ce moment-là, le débat, il est faussé. Parce que si tu l'as montré en fait en saison régulière, mais qu'après ça ne se confirme pas en play-off, ça veut dire quoi? Et surtout, on ne l'a pas montré en play-off, il l'a montré sur les 2 premiers matchs. Donc c'est pas comme si le mec s'était fait verrouiller, avec le respect qu'on a pour Lugendort et d'autres, et Dennis Schroeder. Mais c'est bon travail, mais... Très bon travail de la part de ces gars-là, mais c'est juste que Harden peut les jouer, il a fait ce qu'il fallait sur la première mi-temps du match précédent, du Game 5 qu'ils emportent, qu'ils gagnent les Rockets. Je ne sais pas... Je sais pas à qui tirer les premières oreilles. J'ai le sentiment que dans ce genre de situation, et on vient de voir ce qui s'est passé dans une autre conférence avec une autre demi-finale qui a commencé entre Milwaukee et Miami, il y a aussi parfois des situations où tu regardes ton coach et tu sais ce que tu dois faire. Suivez mon regard. Et donc du coup, j'ai le sentiment que il y a peut-être ce genre de limite qu'on a déjà vu et qu'on revoit avec le fait que ce soit un peu centre de loisirs avec Mike D'Antoni, quoi. Et c'est open bar. Centre de loisirs et aussi genre... Là, il vient le mec là, ça revient fort côté Thunder. On va venir sur le Thunder parce que va falloir louer aussi, pas que louer parce que eux aussi ils ont fait une série un peu chelou, mais en tout cas sur ce match 6, ils ont pas lâché le steak et ils ont su planter la lame quand il fallait. Donc ça on va y venir, mais juste sur Mike D'Antoni, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire sur le côté centre de loisirs, et même en plus de ça, là sur le cas précis du match d'hier, et c'est pas du tout la première fois dans la carrière de Mike D'Antoni, fais-moi confiance. Lol. Voilà, Phoenix, tout ça, pas que, mais Phoenix notamment. Là, quand Westbrook, il vient d'en perdre un, ensuite il fait airball, et que t'es encore dans le match, et que t'as la balle, y a pas un petit temps mort à prendre, juste ça, là, juste un petit temps mort en mode genre James, c'est ton moment, tu dois jouer, vas-y,
les autres vous poussez. Bah c'est là que j'entends. C'est là que Mike D'Antoni, je te suis sur le côté, on a des reproches de coaching de base en fait à lui faire. C'est de la base, ça c'est même pas de la. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas je suis pas dans de la tactique avancée là. Non, bien sûr. Je suis vraiment dans du basique de chez basique. Mais le point que tu mentionnes, c'est un point que je pense tout le monde peut se dire, genre vas-y prends ton mort. Et en même temps, c'est là qu'on voit aussi sur ces playoffs ou dans la NBA actuelle les différences entre des coachs qui aident leurs joueurs quand c'est la merde et des coachs qui veulent voir comment leurs joueurs s'en sortent au lieu de les prendre par la main. C'est-à-dire que là, Houston fait de la merde, très bien. Mais il y a des entraîneurs, comme on a déjà pu le voir par le passé, Pop, Phil Jackson, d'autres gars, qui en fait, quand ils voient que c'est la merde, certes peuvent prendre un temps mort, mais ils peuvent dire aussi, non les gars, je vais pas vous bail out, je vais pas prendre un temps mort là pour essayer de pas vous cajoler, mais dire justement stop, on remet les idées en place. Essayez d'apprendre aussi à vous en sortir sans que je vous donne les directives. Mais ça c'est valable dans le troisième quart. C'est pas valable à 1 minute 30 de la fin du match quand tu viens déjà de perdre un ballon, t'as ton mec qui fait un ball et c'est encore lui qui va avoir la balle. Là tu dois prendre temps mort pour moi. Je suis là d'accord. T'es plus en apprentissage. Je suis d'accord, mais c'est ça que je veux. Tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi. J'aurais pris temps mort aussi, Alex. Ce que je veux juste dire, c'est que si tu sais que il n'y a pas de surprise avec la méthode d'Antoni. Donc il y a un moment aussi où si ça se passe comme ça, moi je me barre un petit peu et puis en fait j'ai surtout les bras comme ça, emoji pas étonné, parce que je sais pas, oui, 1 et 1 font 2, le soleil se lève à l'est, ouais, et les Français aiment le fromage et le pain. Bah désolé, Mike D'Antoni, quand il faut prendre des décisions là dans le dernier quart et avoir le verrou sur ses joueurs et leur dire que c'est pas ce qu'il faut faire, moi, c'est pas la première fois, on est d'accord, il le fait pas. Donc en gros on a eu Westbrook qui a fait du Westbrook, le mauvais Westbrook, celui qu'on n'aime pas. On a eu James Harden, malheureusement, il a un peu fait du James Harden des trucs qu'on a déjà vus, c'est-à-dire que là, moi, j'aimerais bien, t'es pas d'accord, Bastien, là-dessus ? Si. James Harden, moi, je veux bien en foutre plein la gueule à Westbrook, je veux bien me foutre de la gueule de Mike D'Antoni et dire que c'est pas la première fois que ça arrive. Malheureusement, James Harden, c'est pas la première fois non plus que ça arrive, ça. Bah bien sûr que non. Et il leur reste un match. Oui, c'est pas fini la série. Donc ça c'est le genre de match aussi où ils vont faire genre ouais, ça gonfle les pecs, etc. Ouais, mais il y a intérêt que dans le Game 7, quand si l'équipe la plus clutch de l'NBA cette saison. Exactement, si jamais il est serré, si ça recommence avec Westbrook Ball, on pourra toujours dire ouais, Westbrook il a pas fait ce qu'il fallait. Ah ouais, c'est sûr, Westbrook il est ultra. Mais à quel moment, enfin genre là, vu la dynamique dans laquelle est Houston, pour moi, match serré dans les 3 ou 4 dernières minutes. Mais je suis très sérieux, toutes les possessions doivent être dans les mains d'Harden, au moins au départ de la possession. C'est au moins lui qui doit imprimer le truc à faire. Clairement. Clairement. En totale transparence, hein. On vous le dit. Voilà. Hier soir, on devait taffer sur des trucs avec Trash Talk avec Alex, avec la team. On a discuté. Et au moment où t'es parti, on a discuté justement du fait qu'il allait avoir le match. Et on s'est dit, putain, si Houston, ils sont censés terminer ce soir. S'ils terminent ce soir, c'est un vrai bon signe en perspective de, tu vois, d'aller après sur la série suivante où tu vas jouer les Lakers. On s'est réveillé ce matin, on a regardé, on a fait putain, mais t'es LeBron, t'es AD, tu vois ça, mais tu te dis, mais wesh, les gars, quoi, mais genre, franchement, sérieusement. Là, t'es les Lakers. Et c'est pas contre Houston, ça va être une toute série s'il passe. C'est pas contre Houston, c'est pas contre le Thunder s'il passe. Juste, sincèrement, on fera la preview le moment venu. T'es les Lakers. Non seulement tes favoris logiques de quel que soit l'adversaire de la série, pour moi en tout cas, mais en plus là tu regardes, tu fais mais putain, mais yes quoi, trop bien. Vous êtes vraiment capable de gérer un Game 6 comme ça ? Même la série d'une manière générale, parce que là on va venir sur le Thunder notamment. Ouais. Donc le Thunder, franchement, dans ce Game 6, ils se sont bien accrochés quand il fallait. Ils ont mené, Houston est revenu, ils ont eu un peu d'avance en début de 4e quart, puis après c'est Houston qui a mis quand même un vrai bon coup de fouet et qui est passé jusqu'à +6, mais grâce à notamment Chris Paul et aussi le rôle de Gallinari, moi j'aime bien. Ah, Gallo a fait... Ça calme bien, ça panique pas, ça va chercher les petits lancers qu'il faut, ça fait les petites interceptions qui vont bien, enfin tout ça. Parfait, hein. Franchement, ça fonctionne fort, et ils ont réussi à faire le taf et à arracher ce Game 6. Sur la continuité de la série... Tu Game 7 c'est arraché le Game 7, pardon. Gagner ce Game 6. Sur la continuité de la série, moi j'ai pas du tout kiffé leur entame de série. D'ailleurs, ils ont perdu les 2 matchs et j'ai trouvé qu'ils étaient...
Pas inspiré. Pas inspiré, Shai Gilgeous, en même temps on va pas lui tomber dessus, il est sophomore, mais clairement il a encore une belle marge de progression à ce niveau-là en termes de match et en jeu, en termes aussi de Houston qui lui met les bons défenseurs qu'il faut, qui fait ce qu'il faut pour pas qu'il puisse rentrer trop dans ses matchs. Ouais, on peut lui rentrer aussi un peu dedans comme Chris Paul l'a fait, parce qu'il y avait plein de mecs qui disaient genre vas-y on va aller le provoquer défensivement, parce que Shai Gilgeous n'était pas non plus trop impliqué défensivement, donc il y a eu des images de Chris Paul qui fait genre oh, t'es en train de te faire rentrer dedans, genre. Tu fais cibler là. Ouais, tout à fait. Excellent Lugendort en défense, mais par contre, Billy Donovan, j'en ai rien à foutre de savoir si Houston fait en sorte sur Lugendort qui shoot ou quoi. Essaye gros quand même de mettre un ou deux systèmes à peu près potables qui fassent en sorte que peut-être Chris Paul, quand il kick out, ou Schroeder, ils aient un autre choix que Lugendort, surtout dans les matchs où il est vraiment pas en feu, parce que le pauvre... Oh! Alors, il avait pris 16 shoots. Tu vois, non, ça c'est. Je veux bien qu'on me dise oui, Houston fait en sorte, c'est bien joué Houston, ils font en sorte que ça soit à Lugendort de les punir. Billy Donovan, il a le droit aussi de anticiper ça, de faire poser d'autres types d'écrans. Tu vois, genre, il y a des solutions. Tu vois. Il suffit de se creuser un peu la tête. Là-dessus, Donovan, moi, il m'a fait peur. Notamment en sortie de ce match où Lugendort avait vraiment très mal shooté, où je trouvais que ça louait. C'est bien, hein, tu peux louer la défense de Houston là-dessus, tu peux aussi te poser des questions sur ce que Billy Donovan met en place. Bien sûr, et sur l'utilisation de Gallo et sur l'utilisation de Steven Adams aussi, ça c'est chacun ses avis sur la situation dans ce genre de série où il n'y a pas énormément de géants qui sont utilisés. C'est clair que OKC nous a fait un peu montagne russe sur les 2 premiers matchs, les matchs suivants c'était bien. Pas trop de surprise finalement quand tu vois Chris Paul un peu dos au mur et qui est capable de mettre cette équipe-là un peu sur son dos avec Gallo et dire genre les gars. Excellent match de Chris Paul, hein, mais l'année dernière. Excellent match. Cricri, ça va être très intéressant sur le game 7. Perte de balles, ça rentre les tirs qu'il faut, ça met les gros 3 qu'il faut sans trembler, ça pique, c'est lui qui pique le ballon à Westbrook. Bien sûr. Ça pique les bons ballons qu'il faut. Tu sais regarder Arden dans les yeux, genre gars, game 7, rendez-vous après-demain. Ah ouais, t'as voulu me trader? T'as voulu me faire trader? C'est toi qui as décidé. Non, ok, ici c'est pas. C'est vrai qu'on tu peux te dire peut-être que le match où il sort de sa boîte, Shai Gilgeous, c'est peut-être le game 7. Puisqu'il fait pas une série de fous furieux là-dedans. Enfin, je veux dire, Schroeder fait vraiment sa série. Schroeder et PJ Tucker. Qui est revenu en cours de série, Schroeder en plus. Ouais, bien sûr. Et Schroeder, PJ Tucker. D'accord. Il est pas raté. Non, il a peut-être pas raté. C'est peut-être en cours de bubble qu'il est revenu, mais t'as peut-être raison, c'est en cours de série. Non, je dis peut-être de la merde. C'est peut-être en cours de bubble. Peut-être en cours de bubble. On a vu Schroeder faire du MMA testiculaire avec PJ Tucker. Ça, c'était bien. Il a fait son impact offensif et défensif. Vraiment, Schroeder a eu... Non, Schroeder, il est là depuis le début de la série. Ouais. Autant pour moi. Schroeder a vraiment été bon dans des moments très importants d'OKC. Quand il y avait des débuts de match, il a eu une définition de 6e homme. C'était là, je crois, au game 5, où OKC démarre mal. Et il les recolle au score parce qu'à lui seul, il met une quinzaine de points en première mi-temps, si je dis pas de bêtises. Ça va être le game 7... Je crois que j'en avais demandé 7 dans la preview des matchs. Et je crois que j'avais mis 84. On va parler... Il y avait un autre sujet dont tu voulais parler ou on va parler pronostic ? Non, c'est bien, je pense qu'on a bien balayé dans les coins. C'est vraiment une série... Je vais pas aller jusqu'à dire qu'elle est aussi surprenante que la Utah-Denver, parce que pour moi, la Utah-Denver est vraiment... là, vraiment, c'est... quasiment chaque match est à l'opposé de ce que je pensais que cette série pourrait être, quasiment. Oui. Là, je pensais quand même que Houston avait les moyens, notamment hier, de finir. Vraiment, je le pensais. Je trouvais qu'ils avaient toutes les armes qu'il fallait. Je trouvais qu'en jouant leur jeu, on aime ou on n'aime pas, mais en jouant leur jeu, ils avaient un niveau qui leur permettait de contenir ce OKC qui est bon via Schroeder et Chris Paul, mais pas Shai Gilgeous, pas trop. Tu vois, qui a quand même quelques lacunes assez simples à exploiter pour les Rockets. Bon, ça n'a pas été le cas, du coup, il y a un Game 7. Est-ce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que le favori Rockets, quand même favori quoi. Je sais que beaucoup de gens avaient dit le Thunder et d'ailleurs ça leur donne raison. Dans cette série, le Thunder peut tout à fait passer. Le favori Rockets du candidat MVP Harden. Excuse-moi, hein. C'est ça la phrase. Le favori Rockets du candidat MVP Harden peut-il se faire sortir là dans un Game 7 par Chris Paul, 35 ans, et des role-players. Avec tout le respect. Des bons role-players. Bien sûr. Mais Shai Gilgeous, c'est méchant role-player. Star en devenir. Je m'en fous. Star en devenir. Franchement, là,
Tu survis pas après une collapse pareille, hein, franchement. Tu survis pas, c'est-à-dire? Mais je veux dire, Houston ne peut pas... Je veux dire... Ils vont passer un automne, Houston, et leurs fans, s'ils sortent au premier tour, là. Là non mais il n'existe pas ce scénar. Et c'est vrai que, attends, il n'existe pas, il existe grave. Non mais attends, quand je dis il n'existe pas, c'est que priez très fort pour qu'il n'existe pas, parce que si t'es fan de Houston et que tu perds le game 7 contre Chris Paul... Les fans, les joueurs aussi. Hein. Tout à fait, mais je veux dire, et tout le monde, toute cette partie du Texas, si en plus tu perds avec un Chris Paul qui forcément va être bon pour que... Ah bah, si OKC gagne pour que avec un Chris Paul bon, dégueulasse, ça va être un... Attention, je veux bien voir la physionomie du match, mais ça va être un délire. Mais tu peux absolument pas survivre à ça. Et ce que je veux dire par survivre, c'est que, ok, oui, on pourra dire Mike D'Antoni n'est plus sous contrat, il faut un changement de coach, etc. Oui, mais mais là, on va regarder Westbrook Harden, on va faire, mais vous êtes des trompettes. Mais attends, là tu passes pas OKC. J'adore OKC, j'adore le Thunder, très bien, Donovan super, Lugansdorf, etc. Là, on les a placés dans des lundis. Harden et Westbrook, on a dit que c'était du top 50 all-time, etc. T'en mets 2 dans leur prime, entre 28 et 32 ans, ça passe pas le premier tour. Ouais. On va déjà refaire notre top 100 parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à changer. Donc du coup, ça recule de 20 places. J'ai beaucoup de choses à non changer. mais ce scénario n'existe pas. Ça fait beaucoup de choses à changer à force dans le top 100. Et d'ailleurs, si Chris Paul gagne ce round, on va aussi changer le top 100. Oh. Non, je rigole. Je sais pas, ça. C'est plus emmerdant pour... ça marche plus dans un sens que dans l'autre, mais c'est beau pour Greg. Surtout, tu mets l'accent sur un point important, la différence de pression qu'il va y avoir entre les deux équipes. Il y a une équipe qui s'appelle Houston qui va rentrer sur le terrain de ce Game 7 avec une énorme pression. Et il y a une équipe d'OKC qui va rentrer sur le terrain de ce Game 7 avec un peu de pression, effectivement, parce que toujours un Game 7, t'as envie de le gagner, c'est toujours chier de le perdre. Mais franchement, si comme tu viens de le dire, Houston ne peut pas se permettre de perdre. OKC, s'ils perdent, on va dire quoi? On va dire bon. Très belle saison, vous êtes retourné en play-off. Saison incroyable, surprise, darling, tout ce que tu veux. Game 7, bon, bah voilà. C'est bon. C'est tout ce qu'on va dire. C'est exactement ce que j'ai en train de dire Chris Paul là, dans le WhatsApp. Progression, Gallinari ou encore un gros contrat, et patati et patata. Voilà ce qu'on va dire. C'est pour ça dans le WhatsApp. Lugansdorf, incroyable, ils l'ont signé pour une bouchée de pain. Voilà ce qu'on va dire. Par contre, Houston, par raison, eux, ils ont une pression de malade. C'est pas tout à fait le même groupe WhatsApp. Est-ce que cette pression peut les faire perdre? Bah peut-être, c'est pas du tout la même ambiance sur le groupe WhatsApp. Hein. Moi j'ai l'impression que cette pression peut les faire perdre. T'as vu ce qu'on a vu au Game 6. Bien sûr. T'as Chris Paul en leader qui te dit, les gars là, on a fait le nécessaire, là on leur a mis le doute là. Tenez dans le match, et la vie de moi, là Chris Paul il doit dire la vie de moi c'est serré en fin de match. 7, il est serré. Et ouais. Et là tu vois la différence. Des grands morts. Là, tu vois la différence. Regarde la différence. C'est que si le Game 7, d'ailleurs comme le Game 6, serré, d'un côté, il y a le patron qui prend ses responsabilités. Et de l'autre, une balle. Non, attends, d'un côté, il y a le patron qui prend ses responsabilités. Et Dieu sait qu'on a critiqué Chris Paul ici dans ses poufs, notamment pour son contrat. Mais par contre, là, il prend ses responsabilités de patron, quitte à perdre, mais en patron. Et de l'autre côté, il y a un autre patron barbu qui, je suis désolé, n'a pas pris ses responsabilités dans ce Game 6 la nuit dernière. Et ça, moi, c'est ce qui me travaille le plus dans ce Houston. Donc, pronostic. Donc, je pense quand même que... Regarde, c'est chaud, hein. Non, mais quand même, tu sais quoi? Houston. Vas-y, fais péter Twitter. Ouais, non, Houston. Houston. Pas forcément beau, pas forcément le match qui va nous plaire ou quoi, mais quand même Houston. Je pense qu'il y a quand même... Enfin, je veux dire, il y a forcément un peu d'orgueil là dans du Harden, dans du Westbrook, dans du Eric Gordon qui a été pitoyable là, sur ce Game 6. Attends, on peut le dire ou pas? Alors que normalement, il est quand même capable d'apporter beaucoup plus que ça. Donc, je pense que les Covington et les Tucker feront le taf qu'on est habitué à les voir faire. Sans trop, tu vois. Jeff Green, on va voir s'il met ses tirs ou pas. C'est un facteur X, hein, évidemment. Mais non, Houston, allez. Non. Oh, putain. Et s'il ne gagne pas, je veux bien voir ce qu'ils disent les gens dans le chat. Et là, alors là, c'est clair que là, par contre, je pense que depuis l'été dernier, je pense que les fans du Thunder ont jamais autant kiffé Westbrook. Ah bah alors là, et alors les fans des Rockets, la contre, non, mais évidemment, c'est les montagnards, ils sont.
qui sont celles-là. Il faudra que je revoie ce que j'avais dit dans la preview, je sais plus, c'était 7, mais je crois que j'avais dit genre 7 plus Houston. Je crois que t'as qui dit finit. 4-3 Houston. Ça Moi, bouge je crois que j'avais dit 4-2 Houston. Ouais, ça bouge. Ah, les gars. J'étais pas loin de mon 4-2 oui, bien Houston. sûr. Hein. Il fait chier, hein. Bah merci Ross. Ouais, tu peux remercier Arden aussi. Hein. Ouais, grave. Houston finit ça. Et vraiment, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Ah, on dit tous les deux Houston, c'est bon pour OKC ça. Ah, mais alors là, franchement, c'est très, très bon pour séquencer OKC. ça. Si OKC gagne ce match. Je crois que Léon s'y a annoncé OKC. Et on fera un chapeau Je sais comme plus, ça. t'as annoncé. Non, Même pas. non, quand même pas Houston. Ça Ok. partira. La On team suit ça. apéro est d'accord sur Houston. Dites-nous sur les commentaires, n'importe quoi. Dites-nous ce que vous avez comme pronostic pour ce Game 7. Il est à 3h du matin ce mercredi soir. Alex, ça sifflote. On est tous comme ça. Kakamou du côté des Rockets. Est-ce que ça va passer pour le Thunder? On se retrouve devant le match. Bon courage pour les 24 prochaines heures. Ça va être très très tendu et épicé. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao. Ciao.